Les univers de MMO sont bien souvent vastes et invitent à l'exploration. Si vastes qu'on apprécie lorsqu'un destrier nous est accordé pour parcourir ces étendues familières d'un pas plus pressé. Et lorsqu'on nous offre enfin une monture volante, pouvoir survoler des recoins qu'on a passé tant de temps à arpenter, ça semble ouvrir une nouvelle dimension. Et raccourcir les temps de trajet de façon exponentielle. Mais bon, ça sonne moins poétique. Si un MMO a bien compris que la carte ne s'arrêtait pas simplement au sol, mais s'élevait bien au-dessus, c'est Flyve. Flyve est un MMORPG développé par Ironsoft, une société coréenne fondée en 2001 par Kim Gwang-yeol et Nam In-hwan. À l'époque, le directeur Nam, surpris de constater que tous les concepts de MMO se ressemblent, cherche à définir un vrai MMO en 3D. L'image suivante lui vient alors. Soudain, un énorme bateau volant tombe devant un vagabond. Le vagabond se demande d'où vient ce vaisseau. Qui est à bord? Pourquoi s'est-il écrasé? Où essayait-il de voler? Puis-je aussi embarqué? Du point de vue du directeur Nam, la plupart des MMO s'affirment comme étant 3D mais n'exploitent pas cette troisième dimension. Je pense que la 3D ne peut pas vraiment s'exprimer sans exploiter l'axe vertical qu'on nomme ciel. Il ne faut pas pour autant ignorer les systèmes populaires attendus des joueurs. Simplement y ajouter un concept précis qui donne envie de se plonger dans ce nouveau monde. Ce concept pour Flyve, c'est de pouvoir arpenter les cieux. Je tiens tout de suite à préciser que les origines de Flyve, c'est un immense merdier. En gros, on a Ironsoft qui a développé le jeu et Q-Road qui le publiait. Mais, à l'origine, Flyve devait s'appeler Clockworks. Enfin, ça, c'est ce que dit leur site de l'époque en février 2003. Puisqu'en mai 2003, on trouve des traces d'un certain Masquerade sur d'autres sites faisant clairement référence à Flyve. Puis, en septembre 2003, mon site de référence annonce le changement de nom de Masquerade vers Flyve. Tout ce qui précède 2003 ne semblait pas réellement médiatisé. Donc, partez du principe que Flyve a commencé à faire parler de lui en 2003, sous les noms de Clockworks et Masquerade. Dans le plus ancien article que je puisse tracer, Ironsoft prévoyait une bêta aux alentours de juin 2003, avec une commercialisation en novembre. Déjà, le concept reposait autour du principe de vol. Avec Clockworks, le but est de révolutionner le marché du MMO avec le tout premier système de vol en 3D au monde. On espère alors 50 000 joueurs simultanés, générant plus de 3 ou 4 milliards de won en vente mensuelle. Et quand est-ce que le jeu est sorti officiellement? Alors là, il y a zéro news à ce sujet et même l'historique officiel de leur site le précise pas. Certains sites annoncent une sortie en août 2004, donc on dira 2004. Quand je vous dis que l'historique de ce jeu, c'est un enfer. Mais accrochez-vous parce qu'on est loin d'avoir fini. Lentement mais sûrement, le jeu s'exporte dans le reste de l'Asie, créant au passage une version internationale. En avril 2005, Ironsoft récupère tous les droits du jeu et entreprend de le publier eux-mêmes, dans le but de mieux répondre aux envies de leurs clients suite au déclin du nombre de joueurs. Le directeur Kim Gwang-yeol annonce alors la renaissance du jeu. Oui, un an seulement après son lancement officiel. En décembre 2005, Flyve devient global en ouvrant des serveurs anglais, l'Europe suivant petit à petit. Le jeu prend en ampleur à l'étranger jusqu'à surpasser World of Warcraft en nombre de téléchargements en Allemagne. Selon le chef de l'équipe commerciale, ce succès est dû à l'arrivée de Flyve sur un marché dépourvu de MMO free-to-play. Flyve étant selon lui un MMO de qualité financé par la vente d'objets, à l'écoute de ses joueurs et ayant un service client performant. Du point de vue coréen, le marché européen semble à cette époque préférer des styles plus réalistes, comme proposé par WoW. Pourtant, l'attrait au manga dont font preuve les Européens montre qu'une percée de jeux chibi et mignons tels que Flyve est possible. Au contraire, en Corée, le jeu est noyé dans une masse de MMO au modèle économique similaire et il est compliqué d'attirer à nouveau des joueurs ayant déjà abandonné. Le succès économique du jeu s'oriente donc naturellement vers les Européens. Le chef de l'équipe commerciale précisant qu'il se prépare à cibler les Européens avec une variété d'objets puisqu'il n'hésite pas à dépenser. Si vous vous souvenez du développement de Rappels, vous savez déjà qu'en 2011, Ironsoft fusionne avec Enflower pour devenir Gala Lab Corp. Le directeur du groupe Gala, Satoru Kikugawa, réaffirme alors sa volonté de reconquérir le marché coréen. Rappels fonctionne plutôt bien en Corée et Flyve brille en Europe. Flyve se vante alors de 30 millions d'utilisateurs mondiaux et tout naturellement, Gala envisage déjà de lancer sa suite, Flyve 2. Est-ce qu'un Flyve 2 a vu le jour? Non. On a préféré pondre tout un tas de spin-off, voyons. En 2013, Masquerade voit le jour. Il s'agit toujours de Flyve, mais l'équilibre du jeu a été revu et le style graphique se veut plus cartoonesque. On parle donc d'un remake de Flyve dans un style cel shading, alors que Flyve, premier du nom, tourne toujours. Certes, en juillet 2014, Flyve 2 est officiellement annulé. Mais on a droit à Flyve Puzzlemon, un jeu mobile puzzle. Ok. On enchaîne sur Flyve All Stars, toujours un jeu mobile, mais cette fois un action RPG en 3D. En 2016, on continue sur notre lancée mobile avec Flyve Legacy, un jeu AFK avec de l'AutoQuest qui fait hurler les antivirus parce que demandant beaucoup trop d'autorisation. Pourquoi Flyve aurait besoin d'accéder à vos contacts? Bonne question. Puis vous connaissez la chanson avec Rappels. En 2019, on a le droit à Flyve et la joie des cryptos. Admirez ces acteurs tous plus convaincants. This is so cool.
Life Online is one of the most successful game title in the world. I just earned some game currency. Et comme on ne s'arrête plus, en 2021, c'est carrément Flyff World for Metaverse qui est annoncé. Oui, Flyff dans le métaverse. C'était prévu en duo avec un certain Rappel's World for Metaverse. Tout ça, bien entendu, en passant par une plateforme permettant l'utilisation d'une blockchain. Parce qu'autant aller jusqu'au bout des mauvaises idées. Si vous n'aviez jamais vu de projet similaire, en gros, on vous propose d'acheter des parcelles dans le métaverse contre du vrai argent, géré ici via la monnaie Ethereum. À vous d'y construire ce que vous voulez pour le monétiser et le rendre rentable. De toute manière, ça a dû très vite crever comme idée, puisqu'à part le PDF de présentation, je trouve rien d'autre. Ou bien, c'est tout fait par Flyff Universe dans les recherches Google, ce qui est clairement pas une grande perte. Mais attendez, qu'est-ce que donc que Flyff Universe encore ? En 2022, Flyff a le droit à un nouveau lancement. Encore. Cette fois, on parle d'un jeu jouable directement dans son navigateur dans l'espoir de toucher un maximum de joueurs. Et un mois après son lancement, il enregistre déjà 800 000 joueurs. Selon Galalab, les meilleurs éléments de chaque version ont été fusionnés dans ce nouveau jeu, ajoutant au passage des upgrades tels que de l'anti-aliasing. Waouh, le futur. Et bien entendu, histoire de clôturer en beauté leur nouveau lancement, Galalab prévoyait déjà d'ajouter des mécaniques de play to earn à cette nouvelle version. Galalab et les crypto-monnaies, une longue histoire d'amour. Sur la version Steam, on a en moyenne... Non, rayez ça. Je trouve bien un jeu Flyff sur Steam, mais Zeta Flyff ? A priori, des gens ont réussi à publier un serveur privé de Flyff sur Steam. Mais ils se sont rapidement fait dégager. Pas de version Steam donc. Il faut passer par les sites officiels. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit d'explorer avec moi le premier MMO 3D qui nous a offert le ciel ? Vous le sentez venir ? Le principe habituel des vieux MMO coréens où le lore se trouve sur une page statique du site web. Oui, Flyff ne déroge pas à la règle. Allons donc écumer la page d'histoire. Alors, voyons... Au moins, c'est concis. Donc, pour simplifier le tout et respecter ma structure habituelle de vidéo... 5 dieux créèrent un monde empli de magie et d'une énergie inépuisable qu'ils baptisèrent Roika. Les humains virent le jour, recevant la bénédiction de leur créateur. La paix régnait sur ces terres fertiles et prospères. Mais plus le temps passait, plus les humains se sentaient seuls en ce monde. Entendant leurs désirs, les créateurs donnèrent vie aux Dwarpets, de petits humanoïdes avec lesquels les humains vécurent en harmonie des générations durant. Finalement, las de leur création, les dieux donnèrent vie à Rhésis, un être à leur image qui veillerait sur Roika à leur place. Rhésis créa à son tour 3 dieux en puisant dans ses aspects. Bubble était sa pureté, Shed sa peur et sa rage, et Iblis représentait toute son apathie et sa neutralité. Bon, dans l'idée, créer un dieu et lui donner comme seule identité toute sa rage ? Moyen comme plan. Shed décida sur un coup de tête de détruire Roika. Elle coupa une partie des terres et les envoya en mer. Ce nouveau continent ainsi formé devint Madrigal. Shed, furieuse que la vie ne dépérisse, créa les Mascarpets qu'elle envoya en guerre contre le peuple de Madrigal. Bubble voulut s'interposer à son tour et frappa les Mascarpets d'une telle puissance qu'il fractura Madrigal en 3 continents. Depuis lors, les Madrigaliens se préparent au combat contre les Mascarpets ainsi qu'au jour où Shed réapparaîtra. Aux prises avec Shade, incarnation de la haine, dans le panthéon de Fly for Fun. Rep, pour vous dire, on est sur un niveau d'écriture inférieur à Rappel's. Par exemple, je cite. Malheureusement, la paix ne s'est jamais tout à fait réalisée, et les méchants Mascarpets de Shed errent toujours sur les terres. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez oublier le lore et retenir simplement que vous êtes un gars désireux de se tataner avec les mobs vivant à côté de chez lui. Très bien comme contexte aussi. Pour jouer à Flyff aujourd'hui, nous avons donc plusieurs options. This FlyFF's beginner guide. Pour jouer à FlyFF aujourd'hui... Hello and welcome, friends of Fluff. Pour jouer à Fluff ? Mais c'est beaucoup trop mignon. À partir de maintenant, je vais l'appeler comme ça. Pour jouer à Flyff aujourd'hui, nous avons donc plusieurs options. On peut télécharger un client et jouer à la version internationale. C'est certainement celle que la plupart d'entre vous connaissent d'ailleurs. On pourrait aussi prendre un téléphone et y installer Flyff Legacy, si on est nostalgique de la bonne vieille époque. De multiples serveurs privés hébergeant d'anciennes versions sont en ligne. Mais nous, on va poursuivre sur Flyff Universe.
Déjà, parce que selon les dires des développeurs eux-mêmes, il s'agit de la version la plus aboutie existante de Flive. Le jeu dispose de graphismes améliorés et l'équilibrage des classes y a été revu. C'est aussi la version qui se vantait de rassembler 800 000 joueurs à sa sortie et grâce à sa grande accessibilité, elle demeure probablement la plus peuplée. Et aussi, j'ai envie de voir à quoi ressemble un MMO des années 2000 qu'on fait tenir dans un navigateur. J'en ai un assez mauvais a priori, donc je ne peux qu'être agréablement surprise. Pour lancer Flive Universe, rien de plus simple. Il suffit d'aller sur le site dédié et de cliquer sur jouer. On peut même débuter un personnage sur un compte invité et ne le lier à un mail que plus tard. Tout est vraiment prévu pour que vous soyez en jeu en quelques secondes, et de ce côté, c'est plutôt réussi. Bon, n'empêche que moi, je suis une vieille aigrie. Donc je cherche voir si j'ai pas un compte lié à cet éditeur qui traîne. Simplicité encore une fois, on peut même se connecter via Google. Ok. Tu gagnes des points, jeu navigateur. L'écran qui vous accueillera si vous n'avez pas encore de personnage est celui de création. Mais avant de modeler l'héros de vos rêves, prenez le temps de vous attarder dans les options. Puisque oui, ce jeu navigateur a différents réglages de qualité. Par défaut, il est sur moyen, alors que vous pouvez aller jusqu'à dessin animé. La véritable qualité des joueurs pros. À associer avec prudence au 1024 par 768. Pour l'expérience de jeu ultime. Bien entendu, comme la pro gamer que je suis, je pousse tout à fond. Je veux pousser à ses limites ce moteur de jeu intégré au webmoi. Le jeu vous propose aussi de choisir un thème. Vous pourrez donc replonger en enfance en choisissant le thème original, ou bien voir un peu à quoi ressemblait Flive version masquerade. Une fois un compte créé, le jeu vous laisse choisir entre les différents serveurs. En vrai, il y en a pas mal pour un jeu de cet âge, et si le ping ne vous effraie pas, vous pouvez aller jouer d'un clic sur les serveurs asiatiques ou américains. Oh ouais, attendez, c'est quoi ce bouton prologue? Vous êtes en train de me dire qu'ils ont intégré une petite intro cinématique au jeu? Ça a le mérite d'exister, j'imagine. L'éditeur de personnages est on ne peut plus rudimentaire. Vous choisissez un sexe, puis votre visage, vos cheveux et leur couleur, et c'est tout. Et bon, a priori, même des numéros c'était trop demandé. Donc faudra faire défiler jusqu'à avoir une impression de déjà vu. Pro tip, il est impossible de zoomer sur votre personnage. Mais Flive est un jeu navigateur, et ses différents menus agissent tels des fenêtres sur votre bureau. Et qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos fenêtres? Vous pouvez les redimensionner. Ça vous évitera d'avoir à plisser des yeux pour tenter de discerner les différences entre les visages, comme j'ai eu à le faire. Par contre, je peux finir cette créa de personnage sans être déconnecté? En tout, j'ai eu 3 fois cette pop-up de déconnexion pendant que je tentais d'éditer un personnage. Heureusement, ça s'est pas reproduit en jeu, mais franchement, j'ai eu peur de devoir changer de version. Après un speedrun de choix à l'aveugle, nous voici plongés dans l'univers de Flive. L'univers de... Ça doit venir du fait que c'est sur navigateur et qu'il doit mettre en cache les textures. À chaque lancement du jeu, vous avez ces quelques secondes pendant lesquelles vous voyez la plupart des animations et textures en blanc. J'imagine qu'ils ont préféré ça à un écran de chargement. Mais pas de panique, une fois les textures en cache, saturant bien votre RAM, vous ne rencontrerez plus ce problème. Une fois que votre monde aura un peu repris de couleur, vous serez en mesure de suivre les tutos du charmant Pang. Il est là pour vous apprendre les contrôles de base et vous orienter vers votre première quête. Et... wow! Ça m'a déboussolé ça. Le scroll de la caméra est inversé. J'entends par là que si je scrolle vers l'avant, plutôt que zoomer, le jeu dézoome, et inversement. J'ai pas trouvé d'option pour l'inverser, donc on fera avec. Mais sachez que je considère que seuls les barbares utilisent par défaut le scroll de caméra inversé. C'est tout. On peut cliquer pour déplacer son personnage ou utiliser ZQSD. Pour la caméra, un clic droit fait l'affaire, mais des contrôles au clavier sont aussi mappés par défaut. Flive est très axé débutant, ce qui est d'autant plus confortable pour tout le monde car je ne crache jamais sur une gigantesque flèche de quête au-dessus de ma tête, activable ou non. Nous voici prêts à saluer le général Louis pour débuter nos aventures. Général qui nous expose parfaitement le principe du jeu en 4 lignes. Chasser des monstres pour devenir plus fort. Par contre, est-ce qu'on peut parler des jingles de début et fin de quête ? Avec une longueur pareille, désolé mais je qualifie même plus ça de jingle perso. S'enchaînent quelques étapes de quête pour me présenter les principaux PNJ responsables des points de vente. Le vendeur Luda m'explique qu'actuellement, je suis un vagabond. Vous aurez peut-être remarqué qu'on n'a pas choisi de classe lors de la création de notre personnage? C'est parce que sur Flive, tout le monde débute en tant que vagabond. Souvenez-vous de la métaphore du directeur Nam qui voulait que vous soyez intrigué par un vaisseau volant au cours de vos errances? Et ben voilà, vous êtes en plein dedans. Bravo! Le jeu nous proposera de choisir une classe, mais seulement au niveau 15. Donc, on a encore de la route à faire.
faire, croyez-moi. J'achète une épée à Luda puisqu'a priori, jusqu'à présent je partais à l'aventure armée d'une épée en bois, et ça nous donne l'occasion de jeter un œil à notre inventaire. Pour bien débuter, on m'a mis à disposition quelques items de heal. Des parchemins pour revenir à la ville la plus proche et un cadeau de bienvenue. Pas d'inventaire qui déborde. Le cadeau contient quelques items buffant nos stats du style des ailes qui augmentent de 1 la défense. Oui, de 1. Incroyable. Une boîte gacha pour looter des lunettes de soleil parce que oui, il y a des lootbox, sinon ce serait pas drôle. Un parchemin qui augmente de 50% l'XP gagné pendant 1 heure. Croyez-moi, on va le rentabiliser lui. Un boost de stats d'1 heure pour aller avec notre parchemin d'XP. Et toute une tripotée de potions pour booster des stats précises. Franchement, c'est honnête. Pas de boost d'XP collé à mon perso en tant que buff permanent jusqu'au niveau maximum. Pas de pièces d'équipement qui boosterait mes stats de 300% pour que je roule sur le contenu de base, ni de pet au niveau maximum. Flyff ne considère pas que vous ayez besoin de speedrun ces premières heures de jeu pour vous amuser. Là, comme ça envoie un message hyper positif. Reste à voir si on va le regretter ou non. J'explore un peu la ville dans laquelle j'ai spawn, et premier bon point, il y a des bateaux volants qui font des trajets fixes en temps réel. On aime toujours voir ça. En plus, pour un jeu qui tourne dans un onglet, je le trouve franchement mignon ce petit Flyff. Bon, il y a beaucoup d'assets qui se répètent et la distance d'affichage n'est pas folichonne. Mais le jeu reste plaisant à parcourir avec sa palette colorée. D'ailleurs, profitons qu'on soit en hauteur pour tenter une chute, tiens. On va dire que ça compte comme pas de dégâts. Je file rencontrer Losha, la vendeuse de nourriture. Notez bien, comme le jeu ne vous babysit pas, pour une fois les items de heal seront essentiels. Et ça y est, je suis finalement reconnue comme une grande aventurière et on me demande d'aller oxyre 15 albates. 15 mobs dès la première quête de chasse? On rigole pas ici avec les quotas, mais ça pourrait être pire. Ça pourrait être de récupérer un drop avec un taux de loot abyssal. Pas vrai. Les fameuses albates sont juste au nord de sa position, donc apprécions tous ensemble le combat sur Flyff. Surprenamment, il est impossible de sélectionner une cible au clavier. En tout cas, j'ai cherché s'il n'y avait pas moyen de remap un petit tab pour sélectionner la cible la plus proche, mais ça semble impossible. En PvE, il y a l'option, mais seulement pour le PvP. Intéressant. Comme j'ai pas encore de compétences, ma seule option est l'auto-attaque. Il faut donc double-cliquer sur l'ennemi pour que mon personnage engage le combat. Ça a l'air de rien, mais quand on se fait des séries de 60 mobs, ça devient vite lourd comme système. Mais y a pire. Il y a le loot. Double-cliquer sur un imposant ennemi, certes. Cliquez sur chaque petite pièce au sol. J'ai pas signé pour ça. Vous ne pouvez pas le deviner en lançant Flyff, mais si vous appuyez sur O, vous accédez à la fenêtre des émotions. C'est là qu'on constate qu'on ne peut pas danser, oui. Mais le jeu intègre le saut, et a priori, on ne peut pas tout avoir dans un même jeu, faut croire. Non, surtout, il y a des actions comme ramasser un objet ou encore attaquer la cible choisie. Yep. Au milieu des émotes telles que pierre, feuille, ciseaux qui font même pas les gestes, vous avez des compétences essentielles pour simplifier le gameplay. Je vous recommande donc de mettre ces compétences dans votre barre de raccourcis, histoire de pouvoir ramasser les objets qui vous entourent en spammant une touche. Votre poignet me remerciera, je vous assure. Maintenant que j'ai tatané quelques chauves-souris, laissez-moi voir si je peux pas débloquer des compétences. On risque pas de se sentir submergé au moins. Sur Flyff, on commence vagabond. Niveau 15, on choisit une classe et niveau 60, on se spécialise. Mais si c'était que ça, ce serait trop simple. On veut rendre le farm infini ici. Donc quoi de plus efficace que de permettre aux joueurs de reset niveau 60 une fois le niveau 120 atteint. Mais gardez la tête haute, vous êtes alors un niveau 60 de rang maître. C'est pas rien. Quand vous aurez à nouveau atteint le niveau 120, une quête vous permettra de passer niveau 121 et de poursuivre votre grind jusqu'au niveau 130. Là, vous aurez enfin le droit de choisir votre troisième classe et de vous mettre en route vers le niveau 170. Je vois pas de mention aux troisième classe sur le wiki de Flyff Universe. Donc, je crois pouvoir en déduire que sur celui-ci, votre calvaire s'achève niveau 130. Donc si on part du principe que le système de reset niveau 60 y est tout de même en place, sur Universe, vous aurez 190 niveaux à passer. Sur la version globale, 230. Je suis peut-être une ermite asociale, mais croyez-moi que j'ai mieux à faire de mes soirées que de monter niveau 130 sur Flyff. On ira jusqu'au niveau nécessaire pour voler et entrer en donjon. Ce sera déjà très bien. Après mon extermination de chauve-souris, on passe aux champignons. Et quand je vous dis que Flyff ne vous booste pas, j'entends par là que dès ma seconde quête, je dois me reposer après quelques combats pour régénérer ma vie. Est-ce que ça soit régène plus vite? Aucune idée. C'est marqué nulle part, mais je le fais par habitude. C'est comme sauter, on avance forcément plus vite. On n'a peut-être pas le droit à des buffs cheatés de nouveaux joueurs, mais notre ami Pank, que vous trouverez un peu partout sur l'île, buff gratuitement les joueurs bas niveau. C'est pas grand chose, mais on crache jamais sur un peu d'aide. C'est marrant, il y a ces mages pourpres un peu partout dans les zones de chasse bas niveau. Ils sont niveau 22, mais peut-être que si je time bien mes items de soins, ça passe.
Vu que Flife se lance très facilement dans un navigateur, il doit être tout aussi simple d'inonder les lieux de bots. Mon hypothèse, c'est que ces mages sont disséminés dans les groupes d'ennemis pour vous empêcher de mettre un bot basique dans le coin. Suffit qu'il cible le mauvais ennemi et... c'est l'OS. Bon, ça veut aussi dire que vous avez intérêt à rester réveillé pendant vos sessions de farm pour pas cliquer sur la mauvaise cible. Vous voulez une preuve qu'ouvrir plusieurs comptes simultanés sur Flife, c'est facile? Est-ce que vous connaissez le système de FS? Si vous tentez de suivre un tuto pour débutants sur Flife, il y a le terme de FS qui revient sans cesse. Mais quel est donc ce mystérieux FS? Qu'on le trouve pas dans les wikis et tout le monde prend ça pour acquis. J'ai demandé à un ex-joueur et ce sont les initiales pour full soin. Comme dans n'importe quel MMO à classe, sur Flife, il y a des builds assez courantes que tout le monde utilise. Parmi elles, on a le full soin, qui est une classe de heal qui, comme son nom l'indique, ne fait que soigner. Si je vous dis que sur le jeu, il y a une action qui met en /follow un personnage. Maintenant, imaginez-vous. Vous voulez farmer Flife, mais vous n'avez réussi à convaincre aucun de vos amis que 190 niveaux sur un jeu des années 2000. C'est le summum du fun. Tous des aigris de toute façon. Sauf que vous, en tant que classe SP-DPS, vous en avez un peu marre de devoir spam les items de soins ou vous reposer entre chaque affrontement. C'est là que vous ouvrez un second onglet que vous faites basculer sur votre écran secondaire. Créez un personnage sur un autre compte et le mettez en /follow sur votre DPS. Votre compte secondaire level up avec vous puisque vous avez groupé et quand il atteint le niveau 15, vous pouvez commencer à le spécialiser vers du soin. Et voilà, plus besoin d'amis, juste d'avoir une myriade d'onglets. Je rigole zéro. C'est vraiment considéré comme une strat basique. Et je suis sûre que des joueurs vont venir critiquer que c'est normal que je me sois fait chier, vu que j'avais pas un esclave pour me heal en continu. Mais si c'était le seul avantage. Quand vous groupez sur Flife, votre groupe a son propre niveau. Plus vous tuez de mobs et plus le niveau de groupe augmente, vous conférant des avantages de plus en plus avantageux. Donc vous qui farmez groupé avec votre compte secondaire, bien sûr que le niveau va vite monter. Et bien sûr que vous allez obtenir un boost d'XP supplémentaire. Je vous dis, c'est la strat officielle de ce jeu. C'est scandaleux. Le niveau de groupe, dans l'idée c'est cool. Ça récompense les joueurs qui jouent avec les autres justement. Mais dans le principe, je trouve que ça incite à faire de grosses sessions. Si vous dégroupez, le niveau reset. Vous avez donc tout intérêt à ne pas fermer votre session pour conserver votre avancée. J'imagine qu'on pourrait faire une sorte de chaîne, où quand vous arrêtez de jouer, vous groupez avec d'autres personnes qui récupèrent votre groupe et son niveau, mais bon, voilà l'organisation. À part faire des théorèmes de strat de groupe compliqués. J'en étais à où moi déjà ? Ah ouais, c'est vrai, je m'étais fait OS par un mage. Eh ben, profitons-en pour vérifier en ville s'il y a des PNJ sympas. Une maquilleuse, tiens. C'est quoi l'histoire? Ça permet de modifier son visage parmi ceux de l'écran d'accueil ou bien il y en a plus? Je rouvre jamais ce menu. Vous savez quoi? Je me sens pas de farmer seule pendant des heures, mais j'ai pas non plus envie de gérer 3 persos à la queue leu moi-même. Donc, sacrifions quelqu'un. Nous voici repartis à 2 en force, des rêves pleins les yeux en songeant au niveau 15 et à notre futur changement de classe. Débattant déjà sur la classe qu'on préférait prendre et... Oh! J'ai looté des gants. Quand de quoi? Sur Flife, tout le staff est loqué à une classe ainsi qu'un genre, et vous lootez le tout de façon totalement random. Donc mon petit avatar féminin ne peut décemment pas s'équiper de ces gants virils en écaille. Non, il faut que je loote de mignons petits gants en soie, bien plus adaptés. Et c'est vraiment comme ça tout du long. Ma première tenue complète de fille, c'est une tenue légère. Alors que du côté des hommes, on s'équipe en cuir. Très bien le jeu. Très bien. De toute manière qu'on se le dise, le jeu a beau être chibi, il respecte à 100% les stéréotypes des armures masculines vs féminines dans le jeu. Où est passé le tissu du côté droit? Bonne question. On s'en va quêter du côté du pont de la rivière de l'Arme et... Mais si, vous savez, le pont juste avant la fontaine des défunts. Oui, voilà. Lieu tout à fait bucolique. Écoutez, faut bien que j'aille défoncer du mob pour récupérer leurs peluches et les offrir aux pauvres gamins de la maternelle. L'humanitaire? Ma passion. Après 2 heures de farm de quête pour le bien de la communauté, on est en train de décimer une population de loups quand un inconnu nous envoie d'étranges signaux. Rappelez-vous, sur Flife, on a un bonus de groupe, donc autant rester avec d'autres joueurs au maximum. Puisqu'on est tous deux des joueurs extrêmement sociaux et loquaces, on accepte de recueillir cette âme en peine dans notre petite équipe. Pire décision de ma vie. Matsuki, il adore les RP. Et là, il a décidé de RP. Un ado des années 2000. Sinon, ce brave texte, c'est un joueur authentique d'il y a 10 ans, revenu sur Flife par nostalgie pure. Curieuse, je lui demande s'il passe au moins un bon moment.
Bon, laissons Matsu s'inventer une vie et googler en urgence une map de la Belgique pour tenter de pas être cramé et poursuivons notre éradication. 1 heure de kick de mob plus tard et nous voici enfin, niveau 15, prêt à accepter la fameuse quête de choix de classe. J'écume un peu les wikis pour voir quelle classe serait fun et surtout, lequel a des skins sympas. Au niveau 15, on a le choix entre mercenaires, acrobates, acolytes et mages. La classe des acolytes est la classe pouvant évoluer en full heal. Je me décide sur les acrobates qui peuvent eux-mêmes équiper des arcs ou des yo-yo. Vous connaissez l'amour que je porte aux classes qui demandent de gérer leur stock de munitions. Donc c'est non. Je me battrai avec des yo-yo. Ok, tous les maîtres de classe sont là, et faut prendre la quête des acrobates. Mon maître... Pourquoi je suis tombée sur l'ivrogne? Le poivreau me donne une quête chronométrée pour faire mes preuves et où je dois taper. Les chauves-souris niveau 1 du début. Next. Ensuite, il me demande de récupérer des carapaces de Piki. Encore des mobs que j'ai déjà affrontés, mais très bien, je comprends. On a la flemme de refaire des mobs uniques juste pour le changement de classe. Mais me jeter mon nouvel uniforme à la figure en m'accueillant dans mon nouveau job, ça aurait pas assez représenté l'essence même du farm qu'est Life. Je rends cette quête à un maître plus orienté kawaii qui m'envoie parler à un autre gars pour qu'il me vende ce job incroyable. Je suis enfin adoubée acrobate et peux m'équiper des tant attendus yo-yo. Ayant une vraie profession, je suis finalement reconnue à ma juste valeur. Comme en témoigne Rhéonan, ce personnage absolument pas louche qui me propose une quête. Vous m'avez l'air d'un dragoméro à peine sorti de sa coquille. Il vient de m'insulter? Je suis pas sûre, mais ça sonnait tout de même vachement comme une insulte, non? Vous n'avez peut-être pas assez d'expérience pour sauver le monde. Si vous suivez mes conseils, vous serez un héros. Pourquoi je suivrais les conseils d'un mec encapuchonné au sourire narquois? J'ai regardé assez de shonen pour pas vous suivre dans une ruelle sombre, monsieur. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir quelles compétences formidables j'ai bien pu débloquer avec ma nouvelle classe. Alors, ça m'a dégagé tout ce qui est lié à vagabond. Ok, pas de souci. La première ligne, c'est les compétences communes aux archers et aux yo-yoïstes. Quoi, Google? Je sais que yo-yoïste ça existe pas, mais par quoi est-ce que tu veux remplacer? Oh. Je comprends mieux pourquoi j'ai croisé aucun autre détenteur de yo-yo. Cette classe m'attendait. La seconde ligne, c'est réservé aux yo-yo, et la dernière, c'est pour les archers. On fait donc une croix sur la dernière. Je vais mettre quelques points dans la première compétence commune pour la débloquer, tiens. Corps à corps, enroule le yo-yo autour de l'ennemi et le ramène au corps à corps. Oui, enfin... non. L'intérêt d'avoir une classe distance, c'est de pas finir au cac tout de même. Surtout que mon auto-attaque attaque bien à distance, donc j'ai pas giga envie que l'ennemi puisse m'attaquer plus vite. Et puis bon, la seconde compétence commune n'est dispo que level 18. Faites voir la première compétence au yo-yo. Attaque de faible puissance qui a une chance d'anesthésier l'ennemi. Ok, c'est pas fou, mais ça reste une compétence et j'en ai marre de l'auto-attaque. La seconde compétence de yo-yo... débloquée au niveau 30. Donc, j'ai le droit qu'à une seule compétence d'attaque du niveau 14 au niveau 30. Sur Life, on est à l'opposé de Rappels. Rappelez-vous, sur Rappels, le jeu vous noyait sous les compétences pour donner une impression de puissance et de gameplay varié, justement. Sur Life, on auto-attaque. Et c'est tout. Au moins, pas de rotation farfelue et complexe à retenir, vous me direz. Faut toujours voir le positif, hein. L'étape qui suit, celle de l'obtention de notre classe, c'est atteindre le niveau 20 pour débloquer le vol. C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait rentabiliser nos items de débutants. Vous vous souvenez du parchemin donnant plus 50% d'XP en 1 heure? Ouais. On s'est motivé, on a claqué le parchemin et on a commencé à farmer. Heureusement, j'avais aussi un parchemin me permettant d'avoir des PF infinis pendant 1 heure. Les PF, c'est ce que consomme ma superbe unique compétence. On a donc pu se rendre dans la zone avec les mobs les plus haut level de l'île et les enchaîner pendant notre heure. Enfin, j'ai pu, puisque Matsuki, lui, avait pris archer. Et qu'archer, ça demande des points de mana. Et que le jeu ne nous avait pas gracié d'une potion de mana infinie. Il n'y avait plus qui a dû acheter un pack de flèches et les tirer une à une sur tous les mobs. Conclusion, jouer yo-yo. Et 1h20 plus tard, ça y est, j'acceptais la quête de vol. J'allais m'adresser à Dior qui me demandait de choisir entre une planche et un balai. Désolé pas désolé, mais le balai a beaucoup plus de style que la planche de surf. Me voilà donc ruinée, mais je suis aussi la fière détentrice d'un balai magique pouvant monter à 29 km/h en zone dégagée. À peine plus rapide qu'une trottinette électrique. C'est pas rien. Life étant le premier MMO à instaurer un système de vol à grande échelle dans un environnement en 3D, ça se ressent forcément dans les contrôles. Vous enfourchez votre balai pour décoller et il faut appuyer une fois sur espace pour avancer vers l'avant. Rappuyer sur espace fait s'arrêter le personnage. Mais ici on vole, on n'est pas à pied. Donc le balai a de l'inertie et lors de vos premières tentatives, vous allez faire savonnette sur le sol. Qu'on se le dise. N'empêche que pouvoir enfin se balader sur sa monture volante, même si c'est pas le plus rapide, ça fait toujours son petit effet. Ça justifie d'avoir tout d'abord parcouru de long en large la carte sur le plancher des vaches, puisqu'on apprécie d'autant plus de pouvoir survoler ces zones qui nous sont à présent familières. Pour nous habituer à notre nouveau mode de déplacement, Dior nous propose de rejoindre une autre île pour y trouver sa collègue. Tina nous apprend alors qu'on peut se battre tout en volant. L'équipe derrière Life était vraiment soucieuse d'intégrer le vol à leur univers. Comparé à
d'autres MMO où une monture volante n'est qu'un prétexte pour parcourir plus rapidement une map prévue pour des joueurs au sol, Flyve tente d'exploiter au maximum sa verticalité. Ici, on ne descend pas de sa monture pour taper du mob, et certains ne sont atteignables que dans les airs. En ce sens, Flyve bat encore une majorité des MMO modernes, pour ce qui est de son exploitation de l'axe vertical. Comme on a enfin changé d'île et que je peux me balader comme je l'entends, je vais voir ce que les habitants du coin ont à proposer, tiens. La plupart des petites filles de Saint Morning ont disparu. Finalement, la première ville était très bien. Il y a une dernière chose qu'on voulait absolument tester avant de fermer Flyve avec Matsu. On avait vu en ligne qu'une fois niveau 20, on avait la quête pour le premier donjon du jeu, donc on se devait tenter de l'explorer. On retourne donc à Flarine et on y accepte toutes les nouvelles quêtes dans l'espoir d'en trouver une qui semble mener vers la fameuse instance. Un homme nous parle de légende du Dreadpet et nous demande de trouver la carte d'une grotte. On s'empresse d'aller tuer les mobs qu'il demande, mais ils sont niveau 25 et on n'a plus nos boosts. On s'est fait ouvrir. C'est d'ailleurs là que je vous achève en confirmant que sur Flyve, quand vous êtes tué, vous perdez de l'XP. Bah oui, un jeu centré sur le grind qui n'est pas ultra punitif dès qu'il le peut. Ce serait pas drôle. Mais principe que j'ai jamais vu sur un autre MMO, de la même manière que sur Dark Souls, vous pouvez retourner à l'endroit de votre mort pour récupérer une partie de l'expérience perdue. Bon, dans tous les cas, c'était la mauvaise quête. Le gars me donne juste un cœur en récompense. Ok. Ça, c'est clairement pas hygiénique. Ça part à la poubelle. Après avoir suivi la bonne quête cette fois, on pénètre dans le tout premier donjon. Les mines de masse. Alors, donjon, mais pas instancier donc. La carte fait vraiment la distinction entre les donjons et les instances. J'ai pas pu voir d'instance, mais j'en déduis que le concept est similaire à Florencia. Les donjons sont des maps partagées avec des boss et surtout des spots de farm de mobs intéressants. Tandis que les instances, elles, doivent plutôt être des salles de boss à affronter en équipe. On décide de se rendre aussi loin que possible, mais sans map pour la zone, c'est compliqué de savoir où on va. Dans les faits, on sait même pas s'il y a un vrai boss de donjon. Tous les mobs présents sont trouvés sur l'île, et les mini-boss sont des versions géantes. Comprenez par là des élites qu'on retrouve aussi à l'extérieur. Arrivé dans une pièce où des mobs chill dans une piscine, Matsu décide de tenter le tout pour le tout et de taper un des géants. Ouais, bon. Et à zéro surprise, on s'est fait one-shot et renvoyé en ville. Ayant vu tout ce que je voulais voir sur ce début de jeu, il est temps d'ouvrir le shop. Comme il s'agit d'un jeu coréen free-to-play, je pense qu'on peut déjà aisément deviner ce qu'on va y trouver. Première étape, quelle est la monnaie de la boutique et combien est-ce que ça va nous coûter? Ok, donc ici on parle de F-Coins. 500 pour 5 $ et 11 000 pour 100 $. Mais chez Flyve, la praticité avant tout. Vous pouvez payer par PayPal, pratique au moins. La boutique s'ouvre sur la page d'offres. Première surprise, certains items peuvent y être achetés avec l'argent in-game. Les peñas, du genre des jetons pour entrer dans les donjons? J'imagine donc que ce sont les instances qui ont des entrées limitées, et que le loot y est intéressant rendant les entrées successives même payantes pertinentes. Pour aller avec le système de Battle Pass, parce que oui, il y a un Battle Pass, on peut bien entendu acheter des passes. Pour 1000 F-Coins, vous pouvez vous offrir un pack de débutants offrant des items de base tels que des parchemins pour vous booster, des pets ramasseurs et une boîte de vol de débutants. Y a pas davantage de détails sur cet item, donc soit c'est des boosts de vitesse pour monture volante, soit ça permet de voler dès le niveau 1. À vos paris! Sur Flyve, on a un système de boutique de joueurs. C'est tous les PNJ que vous pouvez croiser sur la place de la première ville. Vous sélectionnez des objets, fixez vos prix et un clone de vous-même reste sur place pour les vendre tandis que vous vaquez à vos occupations. Enfin ça, c'est si vous êtes niveau 30. Et la durée pendant laquelle reste votre clone augmente avec votre niveau. Après, vous pouvez vous-même vendre et juste AFK. Mais bon, à ce moment, autant juste vous acheter un de ces magnifiques NPC qui vendra pour vous. Bien sûr, on a des boosts de stats divers. Des mains... Des mains ? Aussi utiles pour manipuler les consoles que les spécimens aliens ? Il semble y avoir un système de housing puisqu'une section dédiée aux meubles est dispo. Mais vous êtes privé de preview. Point intéressant, on peut placer des NPC dans sa maison qui procurent des buffs. Jamais vu ça. La section des skins ne dispose pas non plus de preview, mais vous avez un menu dédié pour essayer les différentes tenues. Admirez cette edit d'une dimension parallèle qui aurait joué sérieusement au jeu. Il y a une section dédiée aux pets ramasseurs. Par exemple, vous pourriez choisir d'avoir ça, qui vous suit toute la journée. Ok, attaquons proprement la section Pay to Win. Des fioles permettant d'avoir mana ou PF illimité pendant 1 heure. C'est une ressource qui, dans les faits, vous empêche de spammer vos compétences les plus puissantes, vous forçant à rester en auto-attaque quand vous êtes à court. Donc autant dire que si vous spammez vos compétences, vous roulez sur le jeu comme on l'a fait pendant notre heure de farm intense. Des parchemins pour ressusciter sans perdre d'XP, mais
Flyff a mieux pensé la chose, puisque même s'il n'y a aucun cooldown, celui qui reste sur place fait perdre de l'XP si on est en PVP. Vous n'irez donc pas tuer en boucle tous les joueurs en vous faisant exploser parfois, sous prétexte que vous payez, donc vous n'en avez rien à foutre. Des parchemins pour gagner plus 50% d'XP pendant 1 heure, c'est ce qu'on a utilisé pendant notre heure de farm, et sur un jeu comme Flyff où vous n'allez faire que farmer, ça va clairement simplifier votre leveling. En lançant le jeu, vous avez certainement choisi vos stats à l'instinct, en vous disant qu'actuellement, vous étiez souvent à court de PF, donc 4 points d'endurance serait un bon investissement. Sauf que depuis, vous avez changé 2 fois de classe. Et maintenant que vous faites du contenu endgame, vous vous rendez compte en suivant les sitophies que votre build est à chier. Pas de panique. Achetez un parchemin de reset de stats. Un pour chacune de vos stats. Et on fera genre qu'on n'a rien vu. Et vous l'attendiez ? Bien sûr qu'on a un parchemin pour éviter la destruction de votre stuff quand vous tentez de l'enchanter. Vous prenez Flyff pour un jeu fait par des amateurs ou quoi ? Finalement, mon exploration de Flyff fut bien moins laborieuse que ce que je redoutais. Exagérez pas non plus, c'est pas ma passion d'enchaîner des packs de mobs pendant des heures pour voir mon niveau grimper. Le jeu est tout de même assez bienveillant et accueillant avec les nouveaux pour que j'ai pas eu l'impression de vivre une totale corvée. En plus, ça faisait combien de temps que j'avais pas commencé à discuter avec un inconnu parce qu'on avait rien d'autre à faire en quêtant. Tex a été ajouté à notre liste d'amis après ces quelques heures de quête en groupe. En ville, y a pas mal de joueurs qui vont et viennent. Quand on est mort sur un pack de mobs, un autre joueur a pris le temps de nous ressusciter avant de nous demander s'il nous restait des items de quête. Je rigole absolument pas en disant que sur ces 2 sessions sur ce jeu qui a 20 ans, j'ai plus ouvert mon chat que quand je fais des quêtes bas niveau sur WoW sans chercher activement à parler aux autres. Les situations invitent à la discussion et d'autres joueurs sont là et désireux d'y participer. Donc oui, Flyff reste un jeu centré autour du farm et il ne s'en cache aucunement. Dès les premières quêtes, on vous fait comprendre que vous êtes là pour enchaîner les zones de mobs. C'est clairement pas un style de MMO que j'apprécie, mais je sais que d'autres y sont réceptifs. Comme dit pour Rappels, parfois, on a juste besoin d'une excuse en fin de journée pour poser son cerveau et progresser dans la bonne humeur avec ses amis vers un objectif commun. Quelque chose que j'adorerais par contre, c'est que le traitement Flyff Universe soit appliqué à plus de vieux MMO. J'ai lancé le jeu dans un navigateur avec un a priori médiocre, mais j'en ai tiré que du positif. Ça tourne bien, ça prend pas de place sur votre PC et en quelques clics, vous êtes dans Madrigal. Si on pouvait préserver tous les MMO datés ainsi, ce serait juste génial.